Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité est aujourd'hui Nicolas Metzdorf, le président de Génération NC. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que votre parti a présenté le week-end dernier son projet politique et institutionnel. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est un projet pour l'avenir de la Calédonie? Est-ce que c'est un programme pour les législatives? Est-ce que c'est une manière de se démarquer des autres propositions? Est-ce que c'est tout ça à la fois? C'est deux choses. C'est un projet pour l'avenir qui sera porté dans le cadre des législatives, bien évidemment, parce que les législatives auront ce facteur qu'ils permettront finalement à chaque parti politique calédonien de présenter son projet aux Calédoniens. Et ça permettra à chaque citoyen finalement de se forger un petit peu son opinion dans tous les projets qui sont proposés. Alors le nôtre, c'est très simple, c'est quoi? Ça s'appelle la réunification calédonienne. Ça part d'un principe qu'aujourd'hui la Calédonie elle est française. Nous avons voté 3 fois non, avec un corps électoral figé, donc c'était quelque chose de difficile à obtenir, mais en le réussissant, grâce à la mobilisation de nos électeurs, aujourd'hui on installe durablement la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Donc ce qu'on dit maintenant, c'est qu'il faut à tout prix sortir du débat entre indépendantistes et loyalistes, sinon on va faire vivre la revendication indépendantiste et c'est l'intérêt du mouvement loyaliste de sortir de ce débat-là. Et donc l'idée c'est de travailler sur plusieurs politiques publiques qui vont nous permettre méthodiquement de sortir de ce clivage. La première chose bien évidemment c'est d'inscrire dans la Constitution de manière définitive la Calédonie au sein de la République française, première chose, le b.a.-ba. La deuxième chose c'est de travailler sur l'identité calédonienne pour que enfin on donne corps au vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie et que ça ne reste pas un vain mot et qu'on ne s'enferme pas dans nos communautés et finalement dans le communautarisme qu'on a vu revenir ces dernières années. Et c'est enfin derrière des institutions aussi qui permettent de casser ce clivage. Donc comment on casse le clivage entre indépendantistes et loyalistes dans notre pays? Eh bien, tout simplement, on ne base plus nos institutions là-dessus, on base nos institutions sur un gouvernement central fort, puissant et sur des communes, les institutions de proximité. Et donc finalement, on enlève les provinces parce que les provinces aujourd'hui, eh bien, finalement, elles font vivre ce clivage parce que c'est des provinces qui sont découpées de manière à donner du pouvoir soit aux indépendantistes, soit aux loyalistes. Alors on va revenir sur cette question, sur ce projet, sur votre vision effectivement de l'avenir. Mais avant cela, vous le dites vous-même, c'est une manière de se positionner pour les législatives. On a vu des loyalistes qui ont fait le choix de s'unir pour aller au référendum et qui apparaissent chacun avec leur projet maintenant. Pour la suite, ça va accentuer les divisions après les législatives? Non, j'ai envie de dire tant mieux, c'est le débat démocratique, vous savez. Chacun se compte d'une certaine façon? Non, mais il ne faut pas voir ça de manière politicienne parce que on est tous pour la Calédonie française, on l'est tous, on l'a tous été et on a fait l'union pour ça. Mais on a des visions différentes de comment doit s'organiser la Nouvelle-Calédonie. Et je trouve ça sain pour les électeurs que chacun présente sa vision des choses parce que vous savez, les législatives, c'est une élection à 2 tours. Donc au premier tour, chacun y va de son projet, de sa proposition, de sa vision des choses. Et c'est finalement les Calédoniens qui décident finalement quel projet les représente le mieux. Et ça sert un petit peu de référendum de projet interne aux loyalistes. Mais alors du coup, après, il va y avoir ces fameuses discussions qui vont s'ouvrir sur l'avenir institutionnel. Sûr. Sur la base de quoi? Du projet qui aura été plébiscité au moment des législatives et les autres seront jetés aux oubliettes? Mais oui, mais parce qu'il ne faut pas que les élections législatives, ça soit un concours agricole. On ne vote pas pour la plus belle bête. Hein? On ne vote pas pour le plus beau, celui qui parle le mieux. On vote pour le meilleur projet pour notre pays. Donc il faut que ça soit une élection de projet, bien évidemment. Il faut que ça soit une élection de projet et pas de personne. Et donc, si on en fait une élection de projet et si les députés qui portent tel projet sont élus par les Calédoniens, eh bien, ça donne un avantage certain à cette vision de la Nouvelle-Calédonie pour l'après. Et les indépendantistes comme l'État seront bien obligés d'en prendre compte. Et il faudra tenir compte aussi des autres projets, même s'ils ne sont pas vraiment plébiscités par les Calédoniens? Si les Calédoniens, par exemple, entre la réunification de Génération NC et la partition du rassemblement, choisissent la réunification de Génération NC, on voit bien qu'il n'y a plus de place pour la partition. La différenciation provinciale. Oui, c'est une partition qui ne dit pas son nom. Alors, Nicolas Metzdorf, revenons sur votre projet, justement. Oui. Et vous l'avez dit, vous souhaitez notamment supprimer les provinces, dont vous reconnaissez d'ailleurs qu'elles ont joué leur rôle et un rôle positif pendant le temps de l'accord. Oui, bien sûr, surtout au début des années 80-90, parce que je crois que la Calédonie, à ce moment-là, elle connaissait des tensions extrêmes entre communautés.
et que quand les pays sont en guerre, la Corée, l'Allemagne, au bout d'un moment, on coupe le truc en deux. On coupe le truc en deux parce que c'est plus simple. Et puis après, il y a le temps que les choses se calment, les choses se construisent, chacun trouve sa place, chacun finalement comprend que l'autre est indispensable au fonctionnement, et donc on fait évoluer les choses. Donc les provinces, maintenant, je pense qu'il faut les dépasser. Il faut regarder de l'avant. On est arrivé à un moment de notre histoire où on est à la croisée des chemins. On avait la tête dans le guidon, pédalé, loyaliste, indépendantiste, et puis là on arrive à un carrefour. Je crois qu'il faut s'arrêter, lever la tête, réfléchir et regarder quelle direction on prend. Donc nous, ce qu'on dit, c'est très simple. Pourquoi supprimer les provinces? Une raison sociétale et une raison de solvabilité du modèle calédonien aussi. La raison sociétale, c'est que, je vous le disais en entrée, c'est que les provinces exacerbent, font vivre, augmentent le clivage entre indépendantistes et loyalistes. Et ce n'est pas notre intérêt à nous, les loyalistes, de faire vivre ce clivage-là. Quand j'entends parler de l'hyperprovincialisation, je me dis que c'est quelque chose d'hyper dangereux pour le pays. Pourquoi c'est dangereux? Parce que déjà, on commence les négociations en donnant les 2/3 du pays aux indépendantistes. Donc l'hyperprovincialisation, c'est ça. On arrive à la table de discussion, on dit vous prenez le nord, vous prenez les îles, c'est Kanaki. Nous, on reste dans le sud. Bon, ça veut dire que déjà la province sud, elle va commencer à reculer. Parce que si on commence la discussion comme ça, les indépendantistes vont dire oui, mais finalement, les loyalistes, vous n'êtes plus que majoritaire dans le Nouméa, le Grand Nouméa. Donc nous, la province sud, elle va monter jusqu'à Païta. Et puis, on va prendre aussi Yaté et l'île des Pins. Et derrière, finalement, ça fait vivre la revendication indépendantiste. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire une chose, c'est que leur dernier combat, leur ultime bataille, ça va être de prendre le dernier bastion. Donc, on va exacerber cette revendication-là. Donc, il ne faut surtout pas partir là-dedans. Surtout pas. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que plutôt que de partir dans ce clivage-là qui va exacerber les tensions, recalmons les choses, on dit, voilà, on est maintenant français, on veut une identité calédonienne, on veut vivre ensemble, on fait qu'un seul pays, un pays fort, où finalement, le clivage n'aura pas lieu. Mais cette dualité entre loyalistes et indépendantistes, elle va se retrouver nécessairement au Congrès. Parce que le vote, il y aura bien un vote du Nord, des îles et du Sud pour la représentation que mais bien sûr, mais comme à l'Assemblée nationale, il y a les gens de gauche, il y a les gens de droite, il y a les écolos, etc. Mais dans une Calédonie unie, où on pourrait imaginer que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie soit élu grâce à des circonscriptions, où chaque région sera représentée, où chaque personne des îles du Nord, de l'Est, de l'Ouest, de Nouméa, du Sud pourra envoyer ses représentants au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ça va former comme une Assemblée nationale, avec bien sûr le dégel du corps électoral qui va permettre à plus de gens de voter dans notre pays. Et on va apprendre à gouverner ensemble. Et l'exacerbation entre indépendantistes et loyalistes va diminuer comme ça, va diminuer. Parce que on ne dit pas qu'il faut éteindre la revendication indépendantiste, on ne dit pas qu'elle va s'éteindre, elle va disparaître. Ils l'ont dit, la revendication indépendantiste ne prendra pas fin, même Exactement. après le référendum. Mais la question, c'est comment elle s'exprime. C'est sûr qu'elle va s'exprimer de la manière la plus forte possible si on découpe les institutions de cette manière, si on ne fait pas vivre le vivre ensemble, et si en plus on nous met des référendums de manière automatique, qui vont cliver les gens et qui vont nous rappeler qu'après 20 ans de vivre ensemble, finalement, il faut se rediviser en 2, 3 fois en 3 ans. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y aura toujours des indépendantistes, comme il y en a en Bretagne, comme il y en a en Corse, comme il y en a en Alsace, comme il y en a en Martinique, comme il y en a en Guadeloupe. Mais ils n'ont pas un référendum sur leur indépendance tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et puis leur institution, ce n'est pas en fonction des Guadeloupéens indépendantistes ou des Guadeloupéens non indépendantistes. Donc ce n'est pas finalement la première lecture de la matrice politique dans ces pays-là. Donc nous, il faut qu'on arrive à ça. D'accord ? Comme ça, on éteint petit à petit, ou en tout cas on calme les ardeurs indépendantistes, alors que l'hyperprovincialisation, c'est la radicalisation du mouvement indépendantiste. Alors vous supprimez, oui. Et la deuxième raison pour laquelle on veut supprimer les provinces, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus fonctionner comme ça. Vous avez vu, on vient d'emprunter 21 milliards. Notre taux d'endettement, il est à 200%. 160. Là, il était à 160 avec le dernier emprunt, mais je pense que vous êtes trempé dans votre journal. Je pense que ça va monter plus fort, parce que les 21 milliards, c'est le déficit actuel. Il faut les ajouter aux 160%. Actuel. Donc, on va taper les 200% d'endettement, sachant que les ratios AFD, c'est 90%. Donc, notre pays, il est à terre, il est endetté. On a finalement plus les moyens de financer nos services publics et notamment notre UAM. Et on demande aux Calédoniens tous les ans de payer plus en plus d'impôts. On augmente les cigarettes, on augmente l'alcool, on va augmenter la CCS, on fait des nouvelles tranches de l'impôt sur le revenu. Mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, il y a 69 directions. Il y a 10 directions de l'agriculture, il y a 10 directions de l'enseignement, parce que bien sûr, à chaque fois, il faut multiplier par 4, entre le gouvernement et les trois provinces. Il y a 31, vous savez, en Nouvelle-Calédonie, il y a 31 000 fonctionnaires
31 000 fonctionnaires pour 270 000 habitants. Alors, À Tahiti, ils ont 22 directions et ils ont 15 000 fonctionnaires pour 270 000 habitants. Donc, on a fait les calculs, on communiquera là-dessus. On pense et on estime, à travers les premières prévisions, que la suppression des provinces, l'échelon province et la réunification au niveau du pays, on économise au moins 40 milliards de francs. Au moins 40 milliards Sur quoi? Sur le personnel? Sur le fonctionnement global. Qu'est-ce que vous faites des employés provinciaux, etc., etc. Il ne faut pas partir là-dessus, parce que, bien évidemment, qu'on aura toujours besoin des instituteurs, on aura toujours besoin des infirmiers, on aura toujours besoin des docteurs qui sont payés par les DEPAS. C'est juste qu'à la fin, la fiche de salaire, c'est plus écrit province, c'est écrit gouvernement. Et puis ensuite, il y a des économies d'échelle dans ces services, parce qu'il y a des choses qu'on peut aussi leur proposer. Vous avez plein de fonctionnaires qui doivent normalement partir à la retraite. On peut ne pas remplacer les postes à la retraite. On peut proposer des départs à la retraite anticipés, parce qu'il y en a certainement qui ont déjà envie de partir de la fonction publique. Et puis aussi, il y a des fonctionnaires, et moi j'en connais, et on le sait, qui ne s'épanouissent pas aujourd'hui dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, qui n'ont qu'une envie, c'est de monter leur entreprise, de faire autre chose, etc. Le gouvernement est en train de mettre en place des projets pour les aider à faire ça. Accompagnons-les. C'est ce qui est déjà en cours. Nous, on estime que la suppression des provinces et la réunification calédonienne, il faudrait supprimer du coup 3000 postes de fonctionnaires, 3500 postes de fonctionnaires sur 31 000, 10%. C'est largement faisable, mais alors, ça fait Nicolas déjà Metzdorf, des milliards d'économies. Vous supprimez les 3 provinces, à quoi ressemblera le gouvernement? Le gouvernement, il est plus collégial, parce que la collégialité, c'est la proportionnelle ultime. D'accord? Ça veut dire que dès que vous avez fait 5% aux élections provinciales, finalement, vous êtes représenté et vous avez un parti. Et le gouvernement, aujourd'hui, il y a plus de partis que de postes. Hein, il y a quoi? Il y a Calédonie Ensemble, il y a l'Éveil océanien, il y a l'UC, il y a le PALICA, il y a l'Avenir en confiance, dont on sait que le rassemblement est en train de se rendre un peu autonome de la structure. Donc, ça fait 5 ou 6 partis. Bon, la question, c'est qu'il faut rajouter dans ce gouvernement une prime majoritaire, d'accord, pour qu'il y ait une facilité de gouvernance, mais toujours permettre finalement aux différents partis politiques de pouvoir travailler ensemble, c'est-à-dire pas forcément travailler ensemble à 5 ou à 6, mais à 2 ou à 3, des gouvernements de coalition grâce à un système de circonscription lors du vote. Et ce système de gouvernement, on n'invente rien, c'est la majorité des gouvernements en Europe. Il n'y a que le système français où le gouvernement est totalement majoritaire, mais vous prenez l'Allemagne, vous prenez la Suisse, vous prenez la Belgique, vous prenez la Bosnie-Herzégovine que je connais bien, ce sont des gouvernements qui permettent d'avoir un pouvoir central qui rassemble également un petit peu l'ensemble des tendances et qui permet de piloter des politiques publiques ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que les provinces n'ont pas le monopole du partage du pouvoir. Loin de là. Loin de là. Il suffit juste d'être imaginatif et de regarder ce qui se passe ailleurs. Vous faites élire le président du gouvernement par le Congrès, donc ouais. Il aura une couleur politique, et c'est lui ensuite qui choisit les membres de son gouvernement? Il choisit ses membres du gouvernement dans un cadre qu'on lui définit dans la Constitution française. C'est-à-dire que le président du gouvernement peut très bien choisir tant de ministres pour gérer sa majorité et est obligé de choisir tant de ministres d'un autre bord politique pour assurer une gouvernance, on va dire, ensemble. Ce que je veux dire, c'est que tout est possible à travers les lois, tout est possible à travers l'imagination qu'on peut avoir dans notre modèle. Il faut juste sortir de notre carcan. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a et dans le moment dans lequel on est. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est très simple ce qui nous régit, c'est on examine la situation politique ainsi créée au bout de 3 fois non. En fait, on a une page blanche devant nous. On ne va pas reproduire ce qui n'a pas marché. Parce que, excusez-moi, mais au bout de 30 ans de provincialisation, excusez-moi, on est encore plus désunis qu'auparavant. Politiquement. Mais est-ce que c'est parce que, finalement, les responsables politiques n'ont pas fait des provinces qu'elles auraient dû être? Il y a quand même eu des notions de rééquilibrage qui ont été entamées. C'est peut-être la gestion des provinces qui a posé problème, pas tant les provinces elles-mêmes. Mais parce que fondamentalement, la province engendre les problèmes de rééquilibrage, exacerbe un petit peu les tensions. Forcément, quand vous faites des provinces au nord et aux îles, il faut leur donner plus d'argent parce qu'ils n'ont pas de richesse. Donc forcément, on crée de la colère chez les gens du Sud. Vous croyez que quand Jacques Lallier fait le pont de Mouly à OVA pour 3 milliards, ce qui est 2 fois le budget de la commune de La Foix, vous trouvez ça normal pour 60 voitures qui passent tous les jours? Vous trouvez ça normal? Une gestion pays
Ça met justement le bon montant d'investissement là où il faut. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, s'il y a un pilotage central, elle dit ben non, moi je préfère mettre tant de milliards sur la voie du Mont d'Or parce que c'est des milliers de gens tous les jours. Et le pont de Mouli, on n'est pas obligé de le faire à 3 milliards. On fait 1,5 milliard, on fait 1 milliard. Mais ça permet de prioriser les choses. À partir du moment où on crée des provinces, on crée des inégalités de traitement entre les Calédoniens. La dépense de santé aux îles Loyauté par habitant, c'est 200 000 francs. En province sud, c'est 17 000 francs. Vous croyez qu'on peut continuer comme ça? Vous croyez qu'on peut continuer comme ça? Et surtout, vous ne croyez pas que l'hyperprovincialisation, ça va régler le problème? Ça va l'aggraver. Alors, Nicolas Metzdorf, parmi les autres propositions, vous remettez sur le tapis, si j'ose dire, la question d'un drapeau calédonien. Alors, la Calédonie reste française. Pourquoi remettre... On sait en plus que cette proposition a créé beaucoup de débats et beaucoup de divisions. Pourquoi remettre en place ce drapeau calédonien? Parce que ce n'est pas le sujet de la Calédonie française. Moi, je suis calédonien et je suis loyaliste et je le serai toujours. Parce que mon pays il a besoin de la France. Et je veux que cette Nouvelle-Calédonie, elle reste française pour toujours. Ce n'est pas le sujet de la France, le drapeau. C'est le sujet de l'identité calédonienne et de créer les voies du vivre ensemble. Pourquoi c'est important? Parce que tant qu'on n'a pas créé les politiques publiques qui vont permettre le vivre ensemble, on sera toujours divisé dans notre pays sur la question institutionnelle. Je vous explique. La France n'a pas toujours été la France dans l'histoire. La nation française, elle a évolué. Elle n'a pas été créée il y a 2000 ans avec Jésus-Christ. Hein? Elle s'est construite à travers des politiques publiques. Le cardinal de Richelieu, en 1635, a créé l'Académie française pour asseoir la langue française comme langue commune à tous les Français. La Troisième République a créé des mythes fondateurs. Jeanne d'Arc, Vercingétorix, pour rassembler les Français devant les envahisseurs potentiels. On crée des mythes qui rassemblent la nation. Jean-Marie Tjibaou, avec le mouvement indépendantiste, l'a très bien compris. Et l'identité kanak et la revendication qu'il a forgée, c'est pas du tout le monde kanak qu'il y avait il y a 150 ans. Mais il a créé quelque chose. Il a créé en faisant quoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé, les indépendantistes, avec le FLNKS? Ils ont fait Mélanésia 2000 pour que la revendication identitaire kanak devienne une revendication politique. Ils ont créé les outils comme l'Académie des langues kanak, comme l'Agence de développement de la culture kanak, comme le Centre culturel Tjibaou, comme la radio Djido, comme le Studio Mangrove, où ils ont fait de leur revendication politique une revendication identitaire. La question que je pose, c'est qu'est-ce que nous avons fait pour que finalement, au lieu de mettre en avant soit le kanak, soit le wallisien, soit le caldoche, soit l'indonésien, qu'est-ce qu'on a fait pour le calédonien au sens large du terme? Et tant qu'on ne mettra pas des politiques publiques pour créer cette identité calédonienne, on restera dans nos carcans de blanc, de noir, de jaune, de vert. Une politique publique, c'est beaucoup plus large. Au lieu de faire une agence de développement de la culture kanak, pourquoi on ne mettrait pas maintenant une agence de développement de la culture calédonienne? Pourquoi on ne ferait pas un drapeau calédonien? Pourquoi on ne ferait pas une agence de la langue calédonienne qui recense un petit peu notre façon de parler? Parce que bien sûr que vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore, qu'il n'y a pas de peuple calédonien, qu'il n'y a pas d'identité calédonienne. Mais si on le dit et si on le répète, il n'y en aura jamais. Par contre, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc il faut mettre ces politiques publiques-là en place. C'est fondamental, sinon on n'y arrivera pas. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que... Non mais, je me permets, Jean-François Baudin, parce que c'est très important. Il ne faut pas en avoir peur. Parce que j'entends les critiques, souvent quand moi on me reproche, on dit oui, tu dis que tu es calédonien d'abord, et ensuite... Mais... c'est pas en opposition à l'identité française, c'est pas en opposition à mon appartenance à la France. La culture calédonienne est irriguée en grande partie par l'identité française et la culture occidentale, que ça soit chez les Caldoches, chez les Kanaks, chez les Wallisiens et Futuniens, rien que déjà parce qu'on parle le français et qu'on a été à l'école de la République. Mais nous, Jean-François, même vous qui êtes exclu du corps électoral, Jean-François Baudin, vous avez pris un peu des autres cultures qui sont sur ce territoire. Vous n'êtes plus le même Français que celui qui vivait en métropole, grâce aux autres cultures. Donc, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Le destin commun, c'est le sens de l'histoire. On ne va pas vivre dans des quartiers de blancs, entre blancs, et noirs entre noirs, dans des quartiers de noirs. Ça n'existe pas. On a parlé de votre projet politique et qui est institutionnel. Comment vous allez le porter aux législatives? Dans les deux circonscriptions, qui va y aller? Est-ce que Génération présente des candidats dans les deux circonscriptions? Bien sûr, on est un parti fort et puissant, on a 2 candidats. Est-ce que vous êtes candidat? Non, je ne suis pas candidat parce que j'ai promis aux Lafoyens que j'irai au bout de mon mandat de maire à la commune de La Foy et aujourd'hui on ne peut plus être député ou maire. Donc si je me présente aux législatives, il faut que je renonce à mon mandat de maire. Et je ne renoncerai pas à mon mandat de maire. Alors, qui sont les candidats que vous présenterez dans les deux circonscriptions? Ah, ben c'est une surprise, ça, par contre. Après, vous savez, des personnalités bien connues à Génération, vous les voyez, vous les connaissez, vous vous en doutez. Mais on veut d'abord... Parce que vous êtes fort et puissant, mais pas si nombreux que ça. On est d'abord un parti de qualité, nous, monsieur. Mais on appelle les Calédoniens à nous rejoindre, si vous êtes d'accord. Non, mais on veut mettre en avant, et vous nous le recommanderez aussi, c'est le projet. Parce que si on met en avant les candidats,
On va parler que du candidat, de ce qu'il a fait, de son nom, de son parcours. Quand est-ce que vous les rendrez publics Et alors? ça éteint le débat. Et comme je vous l'ai dit, les législatives, c'est pas un concours agricole. C'est d'abord une élection d'idées. Oui, Il faut avoir des idées, des propositions. Mais c'est incarné par des gens. Et c'est incarné par des gens, mais il y a le temps pour les gens. Parce qu'en ce moment, on parle plus des gens que des idées, j'ai l'impression. Alors avant les législatives, il y a les présidentielles. Oui. Vous n'avez jamais cassé votre soutien à Emmanuel Macron. Jamais. C'est quoi? C'est un calcul en disant c'est lui qui va être réélu, donc du coup il faut qu'on soit dans les petits papiers, ou est-ce que c'est une adhésion à ses idées politiques? Non. Nous, on a rejoint Emmanuel Macron avec Nina Julier quand il est venu faire son discours du théâtre de Lille. Ce discours historique parce qu'il a, pour la première fois, un chef de l'État ne traitait pas la Nouvelle-Calédonie comme un caillou dans la chaussure, comme quelque chose qu'il fallait gérer parce que c'est une ancienne colonie pénitentiaire et que du coup il y a un combat avec les Kanaks. Qui était en cours. Et Emmanuel Macron a donné de la perspective. Il a dit non mais attendez, ok d'accord, on va traiter le truc institutionnel. Mais aussi, moi, j'ai besoin de vous. La France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Moi, je vais vous inscrire dans l'axe Indo-Pacifique qui est important pour moi. Donc, je compte sur la Nouvelle-Calédonie pour la France. Ah, purée. Un président de la République a une vision pour nous. Ah ben dis donc, ça change. Depuis De Gaulle, on n'avait pas entendu ça. Nicolas Sarkozy l'avait dit avec d'autres mots. Ah non, mais alors attendez, je vais vous parler de la droite ensuite. Personnel. Et qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron? Il dit, bon ben, avant de lancer tout ça, bien évidemment, il faut traiter la question institutionnelle dans laquelle la Calédonie est enfermée. Et qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron? Il organise les 3 référendums de sortie de l'accord de Nouméa pendant son mandat. Pendant son mandat. Il n'était pas obligé pour le dernier référendum. Hein. Il aurait pu très bien le mettre après les présidentielles pour pas que le 3e référendum vienne créer des problèmes ou des tensions dans sa campagne électorale. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a assumé. Et il a assumé 2 fois. La première fois en disant 2021 et la deuxième fois... Donc pour vous, c'est une raison suffisante pour attendez, soutenir. je finis. Attendez, parce qu'il y a un argumentaire. Et la deuxième fois, quand les indépendantistes sont revenus à la charge sur une base de mauvaise foi d'ailleurs, sous prétexte de Covid, de deuil, etc., pour dire non les gars, je vais le faire en 2021 ce référendum. Il a tenu. Mais combien de présidents de la République ont tenu face aux indépendantistes, M. Baudin? Combien? 0. Seul Emmanuel Macron l'a fait. Et il a été plus loin que ça. Il a fait le document du oui et du non, qui a expliqué les choses clairement. Vous auriez dû voir, M. Baudin, le visage des indépendantistes, quand Sébastien Lecornu leur a expliqué « Mais il n'y aura pas de double nationalité. En cas d'indépendance, il n'y en aura pas. » Mais vous pensez que, Nicolas Mézard, vous pensez que ce document du oui et du non aurait été différent si ça n'avait pas été Emmanuel Macron? Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle a fait la droite en Nouvelle-Calédonie, à part geler le corps électoral, supprimer le service militaire et lever le drapeau du FLNKS sans contrepartie? Ils ont fait quoi la droite dans notre pays? Rien. Non, mais je parle du chef de l'État. Non, mais le chef de l'État... Il y a le processus en cours, il a suivi la feuille de route. Vous avez très bien prononcé le mot, c'est le chef de l'État en Nouvelle-Calédonie. Voilà, on a retrouvé un chef de l'État. On n'a pas retrouvé un État équidistant, impartial, qui ne sait pas trop où il va et qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Alors, Nicolas Metzdorf, on n'est pas encore dans l'après, puisqu'il est en train de se préparer. Il y a aujourd'hui 2 institutions majoritaires très importantes, le Congrès et le gouvernement, qui sont dirigés par les indépendantistes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Ça vous satisfait? Non, parce que les indépendantistes, comme on est au bout d'un système, je crois que on aurait été tous pareils, ils cherchent de l'argent partout. Le pauvre Yannick Slamette, moi j'étais en charge du budget, je ne sais pas comment il fait. Parce que moi déjà à l'époque, je me demandais comment j'allais faire. Et lui, il hérite aussi d'un système qui est à bout de souffle. Il a des trous dans la carlingue de partout. Vous disiez aussi, on va trouver. Oui, sauf qu'on n'avait pas besoin encore d'emprunter. Mais là, ils sont obligés d'emprunter 25 milliards, puis 21 milliards, on endette le pays. Non, mais au-delà de ça, au-delà de la question économique, est-ce que politiquement c'est viable Non, moi je pense qu'ils ont fait une grave erreur. On sortait de 2 crises sanitaires, parce qu'il y a eu 2 fois le Covid. On sortait de 3 référendums en 3 ans. Ils n'avaient pas besoin d'annoncer 40 milliards d'impôts nouveaux aux Calédoniens comme ça. Parce que je pense que ce qu'il faut faciliter, c'est la relance économique. Ces milliards, on va les retrouver si on signe un nouvel accord, si on donne de nouvelles perspectives à notre pays, si on rassure les gens. Je crois que quand les gens étaient à terre moralement, économiquement et socialement, il ne faut pas leur dire qu'on va leur prendre 40 milliards parce que de toute façon, ils ne les ont plus, les 40 milliards, ni les investisseurs, ni les consommateurs. Donc je pense que les indépendantistes, la meilleure chose qu'ils pourraient faire aujourd'hui, c'est de revenir à la table des discussions, d'accepter de parler de l'après, parce que comme je vous l'ai dit, notre modèle il est à bout de souffle. Et ce qui nous sauvera vraiment, Jean-François Baudin, que ce soit les indépendantistes ou pas au gouvernement, c'est la réforme totale de notre modèle calédonien. Vous savez, les régions de France, lorsqu'elles ont fusionné,
Vous savez qu'ils ont fusionné l'Alsace, la Lorraine, etc. L'État a baissé de 32% sa dotation globale de fonctionnement. Ça fait des économies. Et je ne comprends pas mes amis de droite qui veulent renforcer plusieurs institutions comme les provinces, alors que d'un côté, ils demandent de ne pas augmenter les impôts. Ça ne marche pas. Au bout d'un moment, on ne peut pas dire on veut plein d'institutions et puis moins d'impôts. Ben non. Non. Il y a un moment donné, il faut choisir. Soit plus d'institutions, plus d'impôts, soit moins d'institutions, moins d'impôts. Est-ce qu'il y a une part d'inquiétude? Alors, on a beaucoup dit, avec les échéances référendaires, que ça pesait sur la question de l'économie, les investisseurs venaient pas. Aujourd'hui, le référendum et la séquence référendaire est derrière nous, mais il reste encore une séquence où il y a beaucoup d'incertitudes sur ce que sera la Calédonie de demain. Est-ce que vous êtes inquiet sur cette période de 18 mois, de 24 mois, enfin peu importe le temps qu'elle dure, parce qu'il va falloir mener à la fois la réflexion sur l'avenir de la Calédonie et puis aussi continuer à faire en sorte que les gens vivent au quotidien. J'ai jamais été aussi optimiste. J'ai jamais été aussi optimiste parce que je trouve qu'on a enfin l'opportunité de véritablement changer les choses pendant cette période-là. Alors oui, il y a de la tension, oui, il y a de l'attentisme, oui, les gens se regardent, oui, les partis politiques se regardent, oui, il y a les législatives, mais en même temps, l'accord Nouméa est fini. Et on part sur une page blanche. On a le droit d'être créatif, on a le droit de propulser définitivement la Nouvelle-Calédonie dans les débats du XXIe siècle et de sortir de nos carcans, de souffler sur la poussière qui recouvre nos meubles. Et donc je crois que si on arrive à faire ça, si on arrive à prendre de la hauteur, à prendre du recul, on peut proposer aux Calédoniens franchement un modèle qui va permettre de repartir sur du bon pied et finalement de faire de la Nouvelle-Calédonie ce qu'elle aurait toujours dû être, un territoire magnifique d'innovation, de création de richesses, d'opportunités et qui surtout est un territoire qui accueille tout le monde. Parce que dans mon identité calédonienne, je voudrais revenir là-dessus. Non mais rapidement, c'est une identité calédonienne qui inclut. Vous savez, moi je suis calédonien de 26 000 générations. Mon ancêtre c'est Jean Taragna, il est arrivé ici avant la prise de possession française. Mais je considère qu'on ne doit pas refermer la porte derrière soi. La Calédonie, elle s'est construite avec l'immigration, avec les oreilles, avec les Wallisiens, les Futuniens, les Tahitiens, les Asiatiques. Et on a besoin de retrouver cette ouverture d'esprit et cette ouverture au monde dans notre pays. C'est fondamental. Nicolas Metzdorf, président de Génération NC, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Transparence. Merci beaucoup de m'avoir invité. Un magazine qui fera une pause la semaine prochaine et qui reprendra avec le retour d'Elisabeth Noir. Et si vous me permettez, j'ai une pensée pour Elisabeth Noir, qui traverse un moment difficile et c'est une femme qu'on aime beaucoup. Et on la retrouvera avec plaisir. Merci beaucoup, Nicolas Metzdorf.